Bienvenue sur AstroRoche, je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre À la rencontre des astéroïdes chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Bonjour Patrick Michel, si vous vous rappelez bien, dans un épisode précédent, en tout cas moi je m'en rappelle, nous avions évoqué les propriétés physiques des astéroïdes vus de la Terre. Alors maintenant, dans ce nouvel épisode, pourquoi pas ne pas aborder la composition minéralogique des astéroïdes toujours vus de la Terre ? Effectivement, depuis la Terre, on arrive à accéder à certaines informations sur la composition des astéroïdes. Cette fois-ci, c'est la composition minéralogique, de quoi ils sont constitués, de quel type de minéraux. Et pour ça, on fait des observations, ce qu'on appelle spectroscopiques. Alors, qu'est-ce qu'un spectre ? Alors en fait, tout simplement, on regarde, simplement dit, disons, on regarde dans quelle longueur d'onde la lumière qu'ils réfléchissent, qui provient du Soleil, eh bien, est réémise. Et il y a certaines caractéristiques, des bandes qu'on appelle caractéristiques de minéraux que l'on retrouve dans les longueurs d'onde que l'on récolte avec les spectroscopes terrestres, qui dissocient les rayons lumineux dans ces longueurs d'onde. Et grâce à ça, on a pu classer les astéroïdes dans différents, ce qu'on appelle types spectraux, du coup, ou types taxonomiques, un petit peu comme on l'a fait pour les étoiles, et qui donc sont des indices, je dis bien des indices de leur composition, parce que ça reste quand même une classification et non un catalogue de composition, puisqu'en fait, la lumière qui est réfléchie du Soleil, de leur surface, les astéroïdes apparaissant comme des points lumineux, c'est en fait l'intégrale de toute la lumière de la surface qui est réfléchie. C'est un point, donc c'est moyenné. Et cette nomenclature, est-ce qu'elle a évolué en quelques années ? Alors elle a évolué, mais on va d'ailleurs en parler en soulignant quand même que la lumière se réfléchit sur les premiers micromètres de la surface. Donc ça veut dire que ce que l'on sait sur ces propriétés-là ne provient que des premiers micromètres de surface et encore intégré sur tout l'objet. Donc on ne peut pas, à partir de ce que l'on perçoit depuis le sol, accéder à une hétérogénéité possible de la surface et puis accéder à la composition interne de l'astéroïde. On ne voit que la couverture du livre et non pas l'intérieur. Donc, il faut faire quand même très attention à ces classifications-là. Mais pour autant, l'avantage par rapport à des missions spatiales qui, elles, vont sur place, voire même en récolte des échantillons, comme on en parle dans plusieurs podcasts, eh bien, là, à ce moment-là, on a vraiment la matière, on peut analyser toute sa composition, mais c'est limité à un nombre faible d'objets parce qu'on ne peut pas envoyer plein de missions. Donc, l'avantage des observations depuis la Terre, c'est qu'on peut faire une statistique sur un grand nombre d'objets. Intéressant. Et donc, ça nous permet de vraiment confirmer des similarités sur un grand nombre d'objets et donc de les classer. Et à partir de là, on a identifié, pour résumer, deux grandes classes spectrales ou taxonomiques. Donc la première classe, c'est la classe S pour silicatés ou stony en anglais, qui sont des astéroïdes plutôt riches en olivine, en pyroxène, donc en éléments qu'on appelle réfractaires, c'est-à-dire qui se forment proches du Soleil, qui se condensent à haute température. Et donc, pour nous, ce sont des objets qui ont plutôt été formés plus près du Soleil et puis plus brillants en termes de réflexion, de réémission de lumière. Et on a la classe des objets de type C pour carbonés. Donc, eux, ils sont plutôt noirs, moins brillants et riches potentiellement en carbone, voire même en minéraux hydratés, puisqu'il y a une bande caractéristique de l'eau qui est à 3 microns dans les spectres, 3 micromètres. Et quand elle est présente, on sait que ça contient des minéraux hydratés. Il n'y a pas d'ailleurs que cette bande-là. Quel type est apparu en premier du coup ? Alors dans l'histoire, je ne sais pas quel est le premier type. C'est peut-être Vesta, qui est d'ailleurs un autre type spectral, c'est les types V. Et d'ailleurs, Vesta est le seul objet qu'on peut relier directement à des météorites que l'on a sur Terre, qu'on appelle les météorites HED, qui ont les mêmes caractéristiques. Et on sait que ces météorites viennent de Vesta. Vesta, d'ailleurs, accueille 2 grands cratères qu'on a pu observer avec une mission, la mission Dawn de la NASA. Et ça serait d'ailleurs la matière qui a été éjectée lors de la production de ces cratères. Et on a d'autres objets de type V dans la ceinture des astéroïdes qui sont donc liés à Vesta. Et je crois que c'est avec lui qu'on a eu, parmi les premiers spectres, il y a eu aussi l'astéroïde Eros de type silicaté, de type S, qui a été aussi la cible de la mission NIR de la NASA dont on a parlé. Et donc, à partir de là, on a commencé à classer. Alors, il y a eu plusieurs classifications parce que quand on regarde le signal renvoyé par les astéroïdes dans différentes longueurs d'onde, il y a des pentes, il y a des niveaux de réflectivité, il y a des bandes d'absorption et à partir de ça, on classe ceux qui ont la même pente, ceux qui ont les mêmes bandes, etc. Et il y a plusieurs façons de classer.
Et quels sont les auteurs du coup de ces classifications? Alors, les premiers qui ont vraiment fait la classification, c'est Rick Binzel et Bobby Buzz du Massachusetts Institute of Technology. Donc, la classification Buzz-Binzel. Après, il y a eu Francesca De Meo qui est arrivée, qui était une étudiante de Rick, très brillante et qui a poussé la classification. Et je crois que c'est vraiment la classification la plus reconnue. Et en fait, elle donne un éventail des types taxonomiques qu'on a dans la ceinture, qui vont donc des objets de type S, de type C, mais aussi de type M, pour potentiellement métalliques, même si on s'est aperçu que peut-être certains objets de type M ne sont pas si métalliques que ça. On a les objets de type E pour enstatite, c'est des objets dont les météorites analogues sont les météorites enstatites, qui sont d'ailleurs celles qui sont les plus proches du matériau terrestre, c'est peut-être celles qui ont formé la Terre. Et puis après, on a des objets aussi de type D, qui sont encore un peu plus primitifs et sombres que les types C, peut-être plus rouges spectralement. On a les objets de type P, donc ce sont plutôt des sous-classes de la classe C. Donc les primitifs sont les C, P, D. Les plus évolués, c'est les S, E, M pour métallique. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à classer ces objets, et ce qui nous montre qu'on a une incroyable diversité quand même. Parce que dans cette ceinture, finalement, et ça c'était la chose surprenante lors de cette classification, c'est qu'on a vraiment une grande variété de types spectraux. Et d'ailleurs, quand on regardait les gros, il y avait une corrélation entre le type et la distance au Soleil, qui était d'ailleurs un indice que les objets les plus primitifs se forment loin et les objets les plus évolués, riches en éléments réfractaires qui condensent à haute température, se forment près du Soleil, parce qu'on avait, quand on regarde que les gros objets de type S sont plus près du Soleil que les objets de type C qui sont plus loin. Et donc comme ça, on se disait, ça reflète le gradient de température que l'on a dans le système solaire, qui bien sûr, la température décroît avec la distance au Soleil. Donc évidemment, on a les éléments plus riches en éléments carbonés volatiles loin du Soleil et les éléments plus riche en éléments réfractaires près du Soleil. Ça collait bien, jusqu'à ce que Benoît Carry, d'ailleurs, de l'Observatoire de la Côte d'Azur, et Francesca De Meo, poussent l'observation des astéroïdes aux petites tailles et regardent comment ils se distribuent dans la ceinture en fonction de leur spectre et de leur type taxonomique. D'accord. Et on s'est aperçu que quand on va dans les types tailles, on retrouve tous les types taxonomiques dans toute la ceinture. Et donc ça commençait à être un indice comme quoi il y a quand même dû y avoir un certain mélange à un moment donné pour faire que des objets qui se forment en principe loin du Soleil de type C se retrouvent non pas dans la ceinture externe, dans la partie la plus distante de la ceinture principale des astéroïdes, mais dans la partie la plus interne. Il y a dû y avoir un mélange, et ça, c'est en cohérence avec les modèles de formation planétaire, le modèle de Nice, les mélanges de matière, du fait que les planètes ont dansé à un moment donné, ont mélangé du matériau formé à grande distance avec du matériau formé à petite distance. Donc vous voyez que uniquement à l'aide d'observations depuis la Terre et de cette classification, qui est encore une fois une classification spectrale taxonomique, pas nécessairement fiable en termes de la composition précise de ces objets, on a pu déjà distinguer les objets et puis s'apercevoir de ces mélanges que l'on retrouve à petite taille, alors qu'aux grandes tailles, c'est plus séparé. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous raconte quelque chose du système solaire. On a trouvé aussi de la glace sur certains astéroïdes, par exemple l'astéroïde Thémis, ça aussi à partir des observations au sol. On a pu voir que Thémis avait de la glace à sa surface. On a pu ensuite confirmer par des missions spatiales comme la mission Dawn in situ qu'il y avait de la glace, notamment sur Cérès. Et là aussi, c'était quelque chose qu'on n'envisageait pas. Donc petit à petit, ces observations sont de plus en plus poussées et nous permettent de remplir ce catalogue. Et donc on a dans les classes S, C, des sous-classes. Donc il y a des objets de classe CB. Voilà, on a fait des classes à l'intérieur des classes parce que plus on pousse les observations et l'analyse des données spectrales, plus on s'aperçoit que ces diagrammes spectraux sont plus complexes qu'une seule pente et une bande d'absorption. Il y a quelques petits détails qui sont significatifs et qu'on retrouve sur certains astéroïdes en commun, qui nous permettent de les sous-classer dans des grandes classes. Et ceci grâce à l'instrumentation au sol qui a bien évolué aussi en quelques dizaines d'années. Ah oui, et on a des grands instruments, donc le Very Large Telescope au Chili qui est utilisé. On a d'autres spectromètres aussi aux Canaries, sur les télescopes à La Palma. Bon, je ne vais pas les citer tous. D'autres télescopes au Japon qui contribuent à ça. Et puis on a aussi l'optique adaptative qui s'y est mis avec l'instrument Sphère, OVLT d'ailleurs, qui, alors elle accède surtout à des modèles de forme, à de l'imagerie de ces objets, de façon incroyable, qu'on peut bien mettre à côté de ces spectres pour avoir une image complète de l'astéroïde, non seulement en termes de sa forme, mais de sa composition. Donc depuis la Terre, on commence vraiment à accéder à des choses très intéressantes, mais malgré tout limitées,
par le fait qu'on n'a que l'information qui vient du premier micromètre de surface encore intégrée sur tout l'objet, puisqu'on n'a qu'un point lumineux. Et c'est à partir de là qu'on essaie de faire des choses. Mais ça nous a permis de révéler cette incroyable diversité en termes de type taxonomique et donc aussi de composition. Et puis le fait que la distribution de ces corps dans la ceinture est finalement bien mélangée, en tous les cas aux petites tailles, ce qui nous dit que voilà, le système solaire bouge et a bougé. Très bien, merci Patrick Michel, et on se retrouve dans un prochain épisode d'Astro Roche.